Les Arabes forment le groupe ethnique le plus dénigré de toute l'histoire d'Hollywood. Ils sont généralement dépeints comme des sous-humains. Les nazis employaient le terme péjoratif « Untermenschen » pour désigner les tziganes et les juifs. Ces images nourrissent notre imaginaire depuis plus d'un siècle. Depuis 30 ans, je m'intéresse à l'image des Arabes que les cinéastes ont projetée sur le grand écran. Dans mon dernier livre, Real Bad Arabs, How Hollywood Vilifies a People, j'ai examiné plus de 1000 films, depuis les débuts obscurs du cinéma hollywoodien jusqu'aux dernières superproductions. J'ai voulu mettre en évidence ce que trop de gens refusent de voir. Une dangereuse omniprésence du stéréotype de l'arabe haineux qui dépouille un peuple entier de son humanité. Dans tous les aspects de notre culture, l'arabe tient le rôle du bandit. C'est un fait. Il n'y a aucune exception. On nous a présenté de manière répétitive quelques images structurées, de sorte que nous ayons toujours la même conception. Que l'on vive à Paducah, dans le Kentucky, ou à Wood River, dans l'Illinois. Et cette conception correspond au mythe véhiculé sur les Arabes dans le cinéma hollywoodien. À l'origine, ces clichés nous ont été transmis par les Européens, il y a 150 ou 200 ans. Plus précisément, les Britanniques et les Français qui ont voyagé au Moyen-Orient, et d'autres qui n'y ont jamais mis les pieds, ont dépeint l'arabe comme l'altérité orientale. Les auteurs de récits de voyage et les artistes ont forgé ces images avec beaucoup de succès, en réalité, car elles ont traversé les siècles jusqu'à nous. Nous les avons enjolivées telles qu'on les voit aujourd'hui. L'action se situe toujours dans un décor fictif, au pays des Arabes, une étrange contrée imaginaire au cœur du désert, sur laquelle plane une musique inquiétante. Le désert est omniprésent, toujours comme un lieu menaçant. Puis on y ajoute une oasis, des palmiers, un palais qui recèle une chambre de torture souterraine, un pacha trône sur un parterre de luxueux coussins entouré de son harem. Mais comme aucune de ces jeunes filles ne lui plaît, il enlève la blonde héroïne occidentale qui repousse ses avances. Lorsqu'on se hasarde au pays des Arabes, il faut connaître la recette instantanée d'Ali Baba. Les accessoiristes à Hollywood affublent les femmes de pantalons transparents et de costumes de danseuses du ventre, et arment les méchants arabes de cimeterres, ces longs sabres recourbés. On nous montre des gens qui se promènent en tapis volant et des charmeurs de serpents qui les font onduler au son de leur flûte.
Les années passent, mais les pays arabes ne changent pas. Tu es en retard. Toutes mes excuses, ô homme patient. Alors, tu l'as. J'ai dû trancher quelques gorges, mais je l'ai. Des millions d'enfants dans le monde entier ont vu le film Aladdin, acclamé comme l'une des meilleures réalisations de Disney. Pourtant, le film recycle tous les vieux stéréotypes dégradants hérités de l'époque du cinéma muet en noir et blanc. Oh, I come from a land, from a faraway place, where the caravan camels roam, where they cut off your ear if they don't like your face. It's barbaric, but hey, it's home. À l'origine, le premier couplet disait « Où l'on te coupe l'oreille pour un oui, pour un non, c'est barbare, mais hé, c'est chez moi ». Un producteur doté d'un minimum de bon sens et de délicatesse n'aurait jamais accepté que de telles paroles se retrouvent dans sa chanson d'ouverture. Mais cela ne s'arrête pas là. Oh, tu as faim, n'est-ce pas? Tiens, prends. J'espère que tu n'as pas l'intention de t'en aller sans payer. Est-ce que tu sais comment on punit les voleurs? Oh non, je vous en supplie! Oh. Les cinéastes utilisent les Arabes comme des personnages caricaturaux, des faire-valoir à qui ils attribuent le rôle du méchant ou du comique de service. D'un film à l'autre, les Arabes tiennent le rôle de bouffons destinés à déclencher des rires faciles. Le film The Happy Hooker Goes to Washington avec Joey Atherton en fournit un bon exemple. Every night I was forced to perform unspeakable acts with circumcised dogs. Well, dogs are better than sheep. They're cleaner, I know, I've tried both. Les Arabes sont généralement représentés comme des incompétents. Ainsi, dans le film Vrai mensonge, ils sont non seulement dangereux, mais incapables. Moi, eux, nous sommes tous préparés à mourir. Avec un seul tour de cette clé, 2 millions d'entre vous mourront instantanément. Quelle clé? Cette clé. Qui a pris la clé? L'acteur Jamie Farr, dans le film Cannonball 2, incarne à la perfection le bouffon arabe. I have a weakness for blondes and women without mustaches. Tous les stéréotypes sont réunis. Il est trop riche et trop stupide pour apprécier la valeur de l'argent. Get me 12 sweets. Better yet, the entire 4. Et bien entendu, il est très porté sur le sexe, libidineux, complètement obsédé par les Américaines. Here, my desert blossom. Give the change. Have you ever considered joining a harem? L'arabe est très souvent un obsédé sexuel dans le cinéma hollywoodien. Dans Le Diamant du Nil, le cheikh Omar tend un piège à Kathleen Turner. Il la convainc de l'accompagner au pays des Arabes, où il la séquestre. Vous resterez ici et vous écrirez ce que moi, je vous dirai d'écrire. Dans Protocole, le même type de ruse de séduction se répète. Toute l'intrigue repose sur l'attirance obsessionnelle d'un émir arabe pour la blonde aux yeux bleus, incarnée par Goldie Hawn. Dans le James Bond Jamais plus jamais, Kim Basinger est la proie des Arabes les plus dépravés qu'on puisse imaginer. Ligotée à un poteau, presque nue, elle est mise aux enchères pour des bédouins à l'allure primitive. Dans Sahara, Brooke Shield est elle aussi kidnappée et livrée aux mains d'un cheikh pervers pour satisfaire ses plus vils désirs. Plus de 300 films, soit près du quart des films hollywoodiens qui humilient les Arabes d'une manière ou d'une autre, contiennent des calomnies tout à fait gratuites ou font des Arabes un objet de risée. Nous allions à la Mecque et l'avion était rempli d'Arabes avec leurs animaux, des chèvres, des moutons, des poules. Ils ne vont nulle part sans leurs satanés animaux. Il a fallu mettre du plastique dans la cabine parce que tout ça, ça hérisse, ça défecte partout. Au début du film Chapitre 2 de Neil Simon, l'acteur principal revient de Londres. Quand son frère lui demande comment il a trouvé la ville, celui-ci répond « pleine d'Arabes ». Mais imaginez s'il avait répondu « pleine de Noirs »,« pleine de Juifs » ou « pleine de Latinos ». C'est ridicule. Pourquoi dire de telles inepties?
Le film Le Père de la mariée 2 comporte des clichés particulièrement offensants, notamment dans la scène où Steve Martin vend sa maison à M. Habib. Et voici mon fils Matty et son ami Justin. Nous avoir aimé très beaucoup quand vous peut-être partir. Je vous demande pardon? Les Habib voudraient acheter votre maison. C'est exactement la maison qu'ils veulent. Oui, mais quand vous déménagez, nous vouloir l'avoir dans une semaine après mercredi et ma femme vouloir petite assiette à fleurs de cuisine. Vous vendre, moi payer ruisseau long. Lorsque la femme soumise de M. Habib tente de prononcer un mot, il lui hurle un véritable charabia. Puis il offre à Steve Martin une prime de 15 000 $ pour déménager dans les 10 jours. Quand Steve Martin décide de dire à M. Habib qu'il ne désire finalement plus vendre sa maison, il se trouve nez à nez avec une équipe de démolisseurs prête à raser sa superbe demeure. Dans une scène qui rappelle l'un des stéréotypes juifs les plus humiliants, M. Habib exige un bénéfice de 100 000 $ pour revendre à Steve Martin la maison qui lui appartient seulement depuis la veille. Vous m'obligeriez à aller emprunter pour une chose qui m'appartenait il y a 24 heures. Bien ça, faites comme vous voudrez. Votre belle allée, votre clôture, toute votre vie. Pourtant, le premier film Le Père de la mariée, avec Elizabeth Taylor et Spencer Tracy, ne met en scène aucun personnage arabe ou arabo-américain. Pourquoi Disney a-t-il introduit des personnages aussi dégradants dans Le Père de la mariée 2? Pour la même raison que dans Gladiateur, les marchands d'esclaves qui capturent Russell Crowe sont arabes. C'est insensé. Hollywood introduit des Arabes ou des scènes dégradantes pour les Arabes dans des films qui n'ont rien à voir avec le Moyen-Orient. Dans le film Retour vers le futur, par exemple, de vilains Libyens incompétents tirent à la mitraillette sur le scientifique fou et son compagnon dans un stationnement. Pourquoi ? Ce film est plutôt un retour vers les vieux stéréotypes que vers le futur. Sous la lorgnette d'Hollywood, l'image de la femme arabe subit une déformation similaire. Aujourd'hui, les femmes arabes sont brillantes, très intelligentes. Elles exercent toutes sortes de professions. Pourtant, cette réalité demeure occultée au grand écran. Depuis les tout débuts d'Hollywood, la femme arabe est confinée au rôle de la danseuse du ventre, très sexualisée, inspirée par les premières images du Moyen-Orient, symbole d'exotisme, d'intrigue et de passion. Mais au cours des dernières années, cette image a subi une transformation draconienne. La femme arabe est maintenant représentée comme une terroriste. Emmitouflée de noir, une silhouette voilée en arrière-plan, dans l'ombre, totalement soumise. Il semble que plus les femmes arabes s'épanouissent, plus Hollywood les enferme dans leur carcan. La politique et les images d'Hollywood sont intimement liées et se renforcent mutuellement. La politique nourrit les mythes qui contribuent en retour à faire valoir la politique. Jack Valenti, président de Motion Picture Association, a dit que Washington et Hollywood ont le même code génétique, le même ADN. L'image de l'arabe a subi une transformation immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. 3 facteurs en sont à l'origine. Le conflit israélo-palestinien, dans lequel les États-Unis ont clairement pris position en faveur d'Israël, l'embargo pétrolier des pays arabes dans les années 1970, qui a fortement irrité les Américains lorsqu'ils ont vu s'envoler le prix de l'essence, et enfin, la révolution iranienne, qui a envenimé les relations arabo-américaines en raison de la prise en otage de diplomates américains par des étudiants iraniens qui a duré plus d'1 an. Ces 3 événements pivots ont situé le Moyen-Orient au cœur de l'actualité américaine et ont remodelé les stéréotypes arabes au cinéma.
En particulier, l'image du cheikh a été revue et corrigée. Dans le film Une femme d'affaires, il cherche à prendre le contrôle du monde entier grâce à sa fortune et tente d'acheter l'Amérique morceau par morceau. Madame Winters, savez-vous qu'il y a certains membres de la famille qui pensent que nous ne devrions pas faire cette affaire du tout? Je présume que si votre société avait pu trouver un prêt de cette importance aux États-Unis, vous n'auriez pas fait tout ce chemin jusqu'en Arabie. Pensons aussi au roi du pétrole dans Indiana Jones et la dernière croisade de Spielberg, ou au cheikh Cupid, prêt à commettre tous les actes de terrorisme, même à lancer un missile dans Ernest dans l'armée. Gentlemen, behold my special club, the Pluton missile. With it, I will bring the infidels to their knees and be leader in the Arab world. Dans les années 1970, on racontait que les Arabes allaient nous envahir et racheter l'Amérique. Bien sûr, le cinéma propageait ces mythes. Les Arabes ont sorti des milliards de dollars de notre pays, il faut maintenant qu'ils les rapatrient. Tout raciste qu'il soit, l'un de mes films favoris est Network, main basse sur la télévision, qui a pour théâtre le milieu de la télévision commerciale. Chers téléspectateurs, chers amis, c'est à vous. Comment ça va? L'acteur principal est le présentateur vedette qui se hisse au sommet de la célébrité en lançant sur les ondes des diatribes contre le système dont les plus violentes sont dirigées contre les Arabes, qu'il accuse de vouloir faire main basse sur l'Amérique. Pour le compte de qui ils achètent LCA? Ils l'achètent pour le conglomérat des investissements d'Arabie Saoudite. Ils opèrent donc pour les Arabes. Le présentateur, Howard Beale, appelle la population américaine à se révolter afin de contrecarrer le rachat du réseau de télévision par les Arabes. Écoutez-moi, nom de Dieu! Nous sommes tout simplement achetés par les Arabes. Il n'y a qu'une seule chose qui réussira à les stopper sur place, vous! La rage des Américains ainsi attisée donne lieu à une scène d'anthologie du cinéma. Je veux que vous vous leviez maintenant, levez-vous de vos fauteuils. Je vous demande de vous lever séance tenante et d'envoyer un télégramme au président Ford disant « J'en ai plus que marre de tout ça et je commence à en avoir ras-le-bol !» Je suis folle de rage, je commence à en avoir ras-le-bol! Je suis fou de rage, je commence à en avoir ras-le-bol! Je commence à en avoir ras-le-bol! Cette colère née de la peur, en réaction à un prétendu complot et à une menace émanant d'un groupe précis, devrait pourtant nous rappeler des événements pas si lointains. La propagande antisémite nazie reposait également sur la menace économique, et ce mythe s'infiltrait jusque dans les livres d'enfants. L'image populaire des Juifs dans la propagande nazie trouve malheureusement écho dans l'image de l'Arabe véhiculée par nos films hollywoodiens favoris. À la différence près que l'Arabe est généralement vêtu d'une longue robe et d'un foulard sur la tête. La représentation du peuple palestinien au cinéma fait aussi ressortir le lien entre la politique et le divertissement, entre Washington et Hollywood. Depuis la fondation de l'État d'Israël en 1948, celui-ci jouit du soutien indéfectible des États-Unis. Chacune des administrations américaines a clairement pris le parti d'Israël. À l'inverse, les politiciens n'ont pratiquement rien fait pour aider les millions de réfugiés palestiniens plongés dans la misère la plus noire à la suite de la création d'Israël. S'il est vrai que la politique influence l'opinion publique, Hollywood a aussi représenté le conflit d'une manière biaisée. Les films dépeignent systématiquement les Palestiniens comme des terroristes, tous méchants, sans exception. Made in America, Colonel. Hollywood perpétue ce cliché depuis le film Exodus, dont l'action se situe au tout début du conflit. Dans ce film, les Palestiniens sont soit invisibles, soit comparés aux nazis, auteurs d'horribles crimes. Le film L'ombre d'un géant, sorti en 1966, présente aussi les Israéliens comme d'innocentes victimes de la violence des Palestiniens.
Kirk Douglas y tient le rôle d'un militaire américain qui vient prêter main forte aux Israéliens. Certains dialogues du film semblent tout droit sortis du ministère des Relations publiques d'Israël. Voyez, il y a un pays qui est entouré par 5 pays arabes qui ne désirent que les rejeter à la Méditerranée. Sans fusil, sans chars, sans amis, sans rien, ce peuple combat avec ses mains nues pour un morceau de désert. Les Palestiniens dans ce film sont la lie de la société. Ce sont des terroristes brutaux, des maniaques au regard fou. Ils sont prêts à tuer n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, sans raison. Une scène particulièrement violente montre un autobus calciné auquel il y a une juive morte, l'étoile de David gravée sur son dos. Et lorsqu'enfin des Palestiniens parlent, c'est pour ridiculiser et terroriser une autre femme prisonnière à l'intérieur d'un autobus. Dix ans plus tard, dans le film Dimanche Noir, le terroriste palestinien prend un visage féminin. Intéressant. Là où elles frapperont, ça fera mal. Là où il se croit invulnérable. La terroriste tente d'exterminer à l'aide d'un dirigeable publicitaire de Goodyear 80 000 Américains rassemblés dans un stade de Miami pour le Super Bowl. Elle élimine de sang-froid quiconque se met en travers de sa route. Les films qui passent sur nos écrans sont généralement calqués sur la politique de Washington. C'est particulièrement évident dans les années 1980 et 1990, où l'on dénombre une trentaine de films dans lesquels des Palestiniens tentent de détruire le peuple américain. How may we help you, Jack? Le film Death Before Dishonor, sorti en 1987, dresse le portrait le plus abject des Arabes et des Palestiniens. Ceux-ci, après avoir assassiné un garde, massacrent une famille israélienne. Il kidnappe et torture un marine américain et en exécute un autre de sang-froid. Ils brûlent ensuite le drapeau américain juste devant l'ambassade américaine. Puis la font exploser dans un attentat suicide. Si le grand écran ne nous a jamais transmis une image positive des Palestiniens, c'est en grande partie parce que deux producteurs israéliens, Menachem Golan et Yoram Globus, fondateurs d'une société du nom de Cannon, ont produit, en 20 ans, au moins 30 films diabolisant les Arabes et plus particulièrement les Palestiniens. Ils ont même produit un film intitulé Hell Squad, dans lequel on voit des danseuses de music hall battre violemment des Arabes au beau milieu du désert. Mais d'après moi, Delta Force constitue leur film le plus efficace, l'un des plus populaires et des plus racistes. On y voit des Palestiniens détourner un avion et terroriser les passagers, en particulier les Juifs. Pick out the passport with Jewish names. Aucune forme de communication n'est aussi efficace que le cinéma pour faire de la propagande. Et Golan et Globus en sont les champions. Il est clair que les producteurs américains jouent un rôle clé dans la diabolisation des Palestiniens. Le film Vrai mensonge est sans doute le plus anti-palestinien de tous. C'est apparemment la même bande que celle qui a fait exploser une bombe atomique dans l'archipel de Kiev. Le djihad rouge jettera le feu sur une des principales villes américaines chaque semaine. Ce film passe et repasse à la télévision presque une fois par semaine. Il fait partie de notre paysage visuel. Donne-moi cette clé. Allez, ma petite. T'as pas envie de mourir si jeune. Donne-moi cette clé. Et on ne te fera aucun mal. Je t'en donne ma parole.
Pas question de se laisser taré. On ne nous montre jamais de Palestiniens qui souffrent à cause de l'occupation, ni les camps de réfugiés, ni les innocentes victimes palestiniennes qui sont tuées. Ces images sont bannies. Pourquoi? Existe-t-il une règle tacite à Hollywood interdisant de donner aux Palestiniens un visage humain? Et pourquoi ne pourrions-nous pas les montrer sous un jour favorable, au même titre que les Israéliens? Du point de vue médiatique, cinématographique, politique, la vie d'un enfant palestinien n'a-t-elle pas la même valeur que celle d'un enfant israélien? Et si c'est le cas, pourquoi le grand écran en fait-il abstraction? Un simple coup d'œil au film produit en collaboration avec le département de la Défense et qui montre les soldats des forces armées tuant des Arabes à l'aveuglette met clairement en évidence le lien entre Washington et Hollywood. Dans le film Aigle de fer, un adolescent apprend du jour au lendemain à piloter un avion à réaction pour aller bombarder un pays arabe. Sans oublier Les Meilleurs, dans lequel Charlie Sheen se rend au Liban pour liquider des tonnes d'Arabes. Allez, chef. On les étiquette et on les enveloppe. Dans tout le cinéma de sécurité nationale, l'enfer du devoir restera dans les annales comme le plus raciste. Le film a été scénarisé par l'ancien secrétaire de la Marine, James Webb. L'action se déroule au Yémen, un pays réel du Moyen-Orient. En raison de violentes manifestations devant l'ambassade américaine, les Marines, dirigés par Samuel L. Jackson, sont appelés en renfort pour évacuer les employés américains. Mais les Marines ouvrent le feu sur la foule, tuant de nombreux Yéménites, parmi lesquels des femmes et des enfants. Pour mener son enquête, Tommy Lee Jones, l'avocat qui défend le personnage de Samuel L. Jackson, se rend au Yémen. Jusque-là, on est porté à croire à l'évidence que les Marines ont bel et bien commis cette atrocité. Des marines américains armés, ils tiraient sur son peuple. Ils essayaient juste de défendre leur peau. Durant son enquête, l'avocat aperçoit une petite fille unijambiste. Il la suit et se retrouve dans une salle d'hôpital remplie de victimes civiles. Il découvre une bande audio près du lit de l'une de ses victimes. Il fait ensuite traduire le contenu de la bande en cours. Et on commence immédiatement à comprendre qui est réellement responsable du massacre. Tuer les Américains et leurs alliés, qu'ils soient civils ou militaires, est le devoir de chaque musulman qui en est capable. On découvre que les civils yéménites ne sont pas aussi innocents qu'il n'y paraît à première vue. Il s'avère qu'ils ont ouvert le feu les premiers. Et dans une scène d'une incommensurable infamie, on apprend soudainement que la petite fille qui nous a tant attendris, dont l'humanité et l'innocence ont fait fondre nos stéréotypes, ne vaut finalement pas mieux que les terroristes yéménites. Si bien que, quand Samuel L. Jackson nous livre la réplique clé « Il faut tuer ces enfoirés », on est d'accord. Ainsi, à la fin du film, le massacre de femmes et d'enfants est justifié et même applaudi. C'est un carnage, certes, mais un carnage légitime. Sergent Mack. Colonel. Contactez toutes les stations. Mission accomplie.
Le film est dénué d'humanité. Et si les Arabes ne sont pas humains, que reste-t-il? Si nous ne pouvons éprouver d'empathie à leur égard, si nous les percevons comme des êtres différents, il est justifié de les tuer. N'est-ce pas ce qu'ils méritent? Et que pensent de nous les Arabes qui voient ces films? Car ils se louent 25 cents américains en Égypte. Quel effet produit sur ces gens des images où l'on voit des Américains tuer des Arabes? Cela rapproche-t-il les deux peuples? Ce genre de film contribue-t-il à créer un climat de paix ou à creuser davantage le fossé qui nous sépare? L'islamophobie fait dorénavant partie de notre psyché. Des mots comme arabe ou musulman évoquent une menace. Et si les mots sont menaçants, qu'en est-il des images que nous voyons au grand et au petit écran? Nous sommes en guerre contre l'Irak depuis mars 2003. Mais le déclenchement de cette guerre n'a-t-il pas été grandement facilité du fait que nous diabolisons les Arabes depuis plus d'un siècle? Sans compter les tragiques événements du 11 septembre, où 19 terroristes arabo-musulmans ont causé la mort de près de 3000 personnes. Mais au lieu de reconnaître que c'est le fait d'extrémistes marginaux, nous préférons croire que ces actes traduisent les intentions de 1,3 million de personnes. C'est très préoccupant. Pourtant, nous n'avons jamais considéré les membres du Ku Klux Klan comme des représentants de l'ensemble des chrétiens. Pensons au drame d'Oklahoma City. Timothy McVeigh était un bon catholique irlandais. Quelqu'un a-t-il jamais affirmé que tous les catholiques irlandais étaient des terroristes? Personne n'a soufflé mot des croyances religieuses de McVeigh, ni de ses origines ethniques. Ces faits n'avaient aucune importance. Par contre, s'il avait été d'origine arabe ou arabo-américaine, son appartenance ethnique aurait été mise en relief. Rappelez-vous lorsque la nouvelle de l'attentat a pris d'assaut les ondes. Pratiquement tout le monde a émis des hypothèses sans détenir aucune preuve. A U.S. government source told CBS News that it has Middle East terrorism written all over it. The attack in Oklahoma City appears to have a familiar mark. This was done with the attempt to inflict as many casualties as possible. That is a Middle Eastern trait. The fact that it was such a powerful bomb in Oklahoma City immediately drew investigators to consider deadly parallels that all have roots in the Middle East. ABC News has learned that the FBI has asked the U.S. military to provide up to 10 Arabic speakers to help in the investigation. Le stéréotype est si répandu qu'il est devenu impossible à déceler, car nous avons tous grandi avec ces images. Prenons l'exemple de la télévision. Certaines émissions insinuent que non seulement les terroristes arabes pullulent au Moyen-Orient, mais les arabo-américains sont aussi des terroristes. Showtime diffuse la série Sleeper Cell, qui décrit les sinistres activités d'un réseau de groupes islamiques dans les rues des villes américaines. N'importe quel sans-abri est un membre potentiel. Et même les Arabes à l'apparence occidentale font partie de ce vaste complot contre les États-Unis. We're at war with America, period. And we're going to win that war by convincing enough Americans through the spread of fear, insecurity, and terror to change their ways. And the best way to teach that lesson is by attacking them where they live, work, and play. Cette paranoïa s'intensifie. Un simple tour d'horizon des chaînes religieuses les plus populaires en fournit la preuve.
Islam, a religion of 2 billion members that's growing by 50 million people annually. Nearly every major terrorist network in the world is led by Islamic fundamentalists. Islam is, as we have seen, a religion that teaches the violent subjugation of all non-Muslims. It promises paradise to terrorists and makes the vilest deed a thing of beauty in the eyes of Allah. Lorsque les Arabes innocents sont tués, bombardés, mutilés, blessés ou torturés dans des prisons comme celle d'Abu Ghraib, il n'y a alors rien d'étonnant à ce que nous n'éprouvions aucune compassion pour eux. Pire encore, nous minimisons la portée de ces actes. This is no different than what happens at the Skull and Bones initiation, and we're going to ruin people's lives over it, and we're going to hamper our military effort. You ever heard of emotional release? You ever heard of need to blow some steam off? Well, yeah, sort of like hazing, a fraternity prank, sort of like that kind of fun. But the point is, everybody's been saying that this came from the top. Nous nous fichons complètement d'eux. Nous avons été conditionnés à croire que ces civils innocents sont des clones d'Al-Qaïda et de Saddam Hussein, tous à mettre dans le même sac, et qu'ils ne méritent donc pas notre sympathie. C'est très inquiétant. According to the FBI, hate crimes in America targeting Muslims or people who just appear to be Middle Eastern surged in the aftermath of 9/11. Depuis le 11 septembre, les Arabo-Américains et les musulmans sont automatiquement suspects dans les aéroports. Des milliers de musulmans américains ont été arrêtés et détenus sans aucun procès. De nombreuses personnes, principalement des immigrants, ont perdu leur emploi. This college student who asked not to be identified says a recent meeting with police left him feeling like a criminal. I was just very scared, anxious, nervous, and I just wanted to get it over with. He was one of several thousand men of mostly Arab descent who were interviewed. Je crois que cette vague de crimes haineux, de suspicions, d'arrestations témoigne une fois de plus du pouvoir du cinéma. En dépit de la réalité, des faits que nous savons véridiques, nous nous accrochons aux mythes qui restent profondément ancrés dans notre psyché. Il faut beaucoup de temps pour effacer les stéréotypes. Sans compter que bon nombre d'entre nous tiennent à leurs préjugés et n'ont pas le moindre désir de changer. Nous nous sommes habitués à ces images. Qu'est-ce que les Arabes évoquent pour nous? Quelles images nous viennent en tête? Voyons-nous ces gens tels qu'ils sont, c'est-à-dire très semblables à nous malgré une réelle différence culturelle et géographique? Et quelle image avons-nous des femmes arabes? Des femmes qui rient, s'amusent et adorent leurs enfants. Des femmes qui travaillent à la maison, mais aussi à l'extérieur. Beaucoup de gens seraient étonnés d'apprendre que dans de nombreux pays arabes, les femmes sont majoritaires sur les campus. Et quelle est l'image médiatique des hommes arabes? Celle de pères aimants qui subviennent aux besoins de leur famille? Et les jeunes arabes sont-ils semblables dans notre esprit à n'importe quel autre adolescent dans le monde? Voyons-nous l'islam comme une religion intégriste qui cherche à dominer toutes les autres? Nous oublions que si la foi joue un rôle important dans la vie des Arabes, tout comme dans celle des Américains, une grande partie du monde arabe est laïque. De même, nous associons rarement les Arabes au christianisme. On recense pourtant plus de 20 millions de chrétiens au Moyen-Orient, qui vivent en harmonie avec les musulmans depuis des siècles. Il faut cependant reconnaître que certains cinéastes ont montré une image assez nuancée des Arabes. Le rire et l'humour sont d'excellents moyens de faire voler les stéréotypes en éclats. C'est le rôle de l'humoriste depuis toujours. Nous avons vu des humoristes noirs, des humoristes juifs, et maintenant des humoristes arabes, qui contribuent à désamorcer les tensions. That. I'm
like, well, sir, it's an Arabic name. He goes, yeah, what does this mean? So I'm like, well, translated to English, it means peaceful, friendly Arab. But he's not happy because, yeah, what Arab country is your family from? So I tried the most peaceful, popular one that he would like. So I'm like, we're from the same Arab country that Aladdin is from. Dans le DVD de Fahrenheit 9/11, Michael Moore a eu le mérite d'ajouter cette scène humoristique. My name really is Ahmed, and I can't fly anywhere. All you white people have it easy. You guys get to the airport like an hour, 2 hours before your flight. Takes me a month and a half. Security's gotten so bad now I just show up to the airport in a G-string. I'm like, how you guys doing? The character I read for was terrorist number 4. Not number 1, not number 2, number 4. And I was already well into my comedy career at this point, so I didn't take it that serious. And I read my lines way over the top. And, you know, I was like, sit down, you will obey, or I'll kill you in the name of Allah, you know, stuff like that. And the director went nuts, and he was like, that was brilliant, Ahmad. Let me see you do it again, but this time with more, you know, Arab, you know how your people are very, you know, I was trying to say that we're angry, and I was just like, okay, angry, is that what you want? Yes, yes. So I did it one more time, and I got a call the next morning that they want to use me in this movie. And I started laughing on the phone because I wasn't even, like, I was making fun of the role. I wasn't trying to be like that. And that's what they want, though. Si nous commençons à donner un visage humain aux Arabes et aux musulmans, à les représenter comme tous les autres, ni meilleurs ni pires, les stéréotypes s'estomperont graduellement. Dans le film Meurtre parfait, un détective arabo-américain vient en aide à l'héroïne. J'ai agi comme consultant pour le film Les Rois du désert. L'action se déroule pendant la guerre du Golfe en 1991. Le film est remarquable pour son portrait nuancé du peuple irakien et met l'accent sur des Irakiens honnêtes que Saddam Hussein tente d'éliminer. Alors, copain. Et ta petite fille? Elle est courageuse, ça va aller, je crois. Ok, je suis content, mais dis-moi, on peut vous aider? Ce film est empreint de respect mutuel et montre aussi des Irakiens loyaux à Saddam Hussein. Il ne s'agit pas d'un film bonbon, mais d'un film réaliste. À mon avis, il est exceptionnel. Le Royaume des cieux, un film sur les croisades, a remporté un énorme succès à l'étranger, mais pas aux États-Unis. Dans une scène, à la fin du film, après que Saladin a pris Jérusalem et que la paix règne entre les musulmans et les chrétiens, il entre dans une église, aperçoit une icône sur le sol, la prend délicatement dans ses mains et la pose sur l'autel. Quand le film a été présenté à Beyrouth, le public s'est levé pour applaudir. Des musulmans et des chrétiens ont applaudi une scène où un musulman fait preuve de tolérance religieuse. Les Arabes ont envie de voir des films américains qui les dépeignent de manière respectueuse, honnête et juste. J'ose espérer que la sortie du film Syriana avec George Clooney est un signe d'ouverture de la part d'Hollywood. Bien que le film brosse un portrait peu flatteur mais honnête des Arabes, le prince arabe est l'un des rares personnages respectables du film. Ce prince qui a étudié en Grande-Bretagne veut instaurer un régime démocratique dans son pays, mais il est assassiné avec toute sa famille en raison de ses idéaux. Je veux créer un parlement. Je veux que les femmes aient le droit de vote. Je veux une magistrature indépendante. Je veux que le pétrole soit vendu sur le marché boursier du Moyen-Orient. Je veux une mise en concurrence du gaz naturel et du pétrole. Et nous passerons par l'Iran jusqu'à l'Europe tel que proposé. Nous livrerons en Chine. C'est ce qu'il faut pour accroître notre efficacité et optimiser les rendements. J'utiliserai ensuite les profits pour remettre sur pied mon royaume. Super, je suis sûr que c'est ce qu'il faut faire. Oui, sauf qu'à chaque fois, votre président appelle mon père au téléphone et lui dit qu'il y a trop de chômage au Texas, au Kansas, dans l'État de Washington. Il ne suffit que d'un coup de fil pour qu'on aille piocher dans nos programmes sociaux et qu'on aille acheter des avions à des prix ridicules. Marrakech Express est aussi un film humain et respectueux.
qui raconte le séjour au Maroc d'une Anglaise, interprétée par Kate Winslet, et de ses 2 filles. Kate Winslet vit avec un Marocain, une très belle relation empreinte d'une grande tendresse. Comme elle n'a plus d'argent pour rentrer en Angleterre avec ses 2 filles, il consent de grands sacrifices pour lui venir en aide. Dans une scène très émouvante à la fin du film, le Marocain rattrape le train dans lequel elles sont montées pour leur dire au revoir et leur souhaiter bonne chance. On peut sentir la chaleur et l'amour qui lient ces 2 êtres. Mais aucun film n'est plus humain qu'aux portes du paradis, écrit et réalisé par Hani Abou-Hassan. 2 amis palestiniens sont désignés pour perpétrer un attentat suicide à Tel Aviv. Au début, ils acceptent solennellement leur mission, mais sont interceptés à la frontière israélienne et séparés de leur escorte. Une jeune femme découvre leur plan et les amène à les remettre en question. شو سبكم؟ ليش بتعملوا هيك؟ ما عادش في خيار تاني. إذا ما نقدرش نتكافئ بالحياة نتكافئ بالموت. إذا عندك القدرة على إنه تموت وتقتل من سنة تكافؤ، ليش بتدوش على إمكانية بالحياة عشان تعيش تكافؤ كمان؟ كيف؟ منظمة حقوق الإنسان تبعتك؟ هاي واحدة من الإمكانيات. عقائل هيك منعت الإسرائيلي عنصر إنهم يدالوا يقتلوا فينا. والله العظيم إنك عنياتك. مش حرية بدون كفاح. لازم حدا يضحي بحاله، طول ما في ظلم واحتلال في تضحية. هذا مش تضحية، هذا انتقام. هيك بتقتل وبتصير زيهم. وببدل في الفرق بين الضحية والقتل. الفرق إنه بطل في عنا خيارات تانية. Ces 3 jeunes Palestiniens sont différents les uns des autres. Ce ne sont pas des terroristes fous, ni des combattants de la liberté. Ce sont des êtres humains, avec leurs fautes, leurs succès, leurs idéaux et leurs souffrances. سعيد رد علي. كناش انت هون، ليش جيت؟ عشان اكون معاك. تعال نرجع سوا مع حق. مش حننتصر بهاي الطريقة. احنا نعمل اللي علينا، نجتهد والباقي على الله. بس ربنا كلك فكر قبل ما تعمل. راح نموت ناس معانا، مش راح يتغير ولا اشي. مش موت راح اغير. تكملة نضل هي راح تغير. انا ما عنديش خيار ثاني على التكملة. إذا ما تغيرش شيء. رد إذا ما تغيرش شيء. Je suis optimiste face à l'avenir et je crois au pouvoir des jeunes cinéastes. Les stéréotypes finiront par disparaître car de jeunes hommes et femmes qui font leur début au cinéma se rendront compte de la grave injustice commise et tenteront de rétablir l'équilibre. Ce n'est qu'une question de temps. Nous avons abandonné bon nombre de nos préjugés à l'égard des Noirs, des Autochtones, des Juifs et des autres groupes. Pourquoi pas aussi à l'égard des Arabes et des musulmans? Il importe de ne pas garder le silence. Qu'on soit cinéaste ou non, il faut dénoncer la diabolisation systématique de n'importe quel groupe. Il faut prendre position et clamer haut et fort que c'est moralement et éthiquement inacceptable.